Allô tout le monde, bienvenue à cette deuxième conversation mixte qui est organisée par le Festival de la bande dessinée de Montréal. Mon nom est Catherine Emmanuel. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de la mixité entre la bande dessinée et les séries d'animation. Vous le savez peut-être déjà, mais le Festival de la bande dessinée cette année à Montréal est en sa 9e édition. Et pour sa 9e édition, ils ont décidé de faire une thématique 9e art et ils réfléchissent en fait sur la mixité, le partage entre les différents médiums artistiques et la bande dessinée. Et aujourd'hui, on présente le projet La liste des choses qui existent avec Iris Caton et le réalisateur Francis Papillon. Bonjour, je vais commencer par Iris. Allô, Iris? Salut! Iris, tu es autrice et illustratrice de bande dessinée. On te connaît pour, bien sûr, La liste des choses qui existent, mais aussi Le Stitcha, Justine, tout récemment Folk aussi, le premier tome. Il y a Caton aussi qui est en discussion avec nous. Bonjour, Caton! Salut! Toi aussi, tu es autrice, illustratrice de bande dessinée. On te connaît tout récemment pour Les Ananas de la colère, mais aussi Les Cousines vampires, puis un peu plus anciennement Mimose et Sam aussi, la série. Et Francis Papillon. Bonjour, Francis! Allô, allô? Francis, tu es réalisateur et toi aussi tu es illustrateur et ça va être intéressant de pouvoir jaser des deux ensemble. Tu es le réalisateur de ce projet, La liste des choses qui existent, qui est disponible sur l'ONF et aussi sur Télé-Québec. Mais tu es aussi, j'en parle parce que ça s'est paru tout récemment aussi, le réalisateur du projet animé Ashiuta, qui est sur APTN et TV5 aussi sur le web, si les auditeurs et auditrices veulent découvrir ton talent. Alors, bienvenue à vous trois. Ça va être une conversation d'1 heure. Bien sûr, si vous avez des questions, écrivez-nous, soit sur Facebook ou sur YouTube. On va les relayer, puis on va y répondre automatiquement. Donc, vous êtes en live, c'est le temps de participer. Si vous avez de l'amour à donner à Iris Caton, Francis, allez-y. Je vais pouvoir relayer l'information. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi la liste des choses qui existent, ce projet qui a commencé avec un blog, ensuite de la publication bande dessinée qui aujourd'hui est un projet de série animée. Peut-être qu'on peut commencer par présenter le projet. Iris et Caton, ça fait depuis 2011 que vous travaillez là-dessus. Comment qu'on pourrait décrire ce projet-là? C'est comme super émouvant d'écrire le début de ce projet-là parce que pour moi, c'est un petit peu le début de mon amitié avec Iris aussi. Ça coïncide comme exactement avec ça. Parce que, en fait, on a commencé, c'est ça, avec le blog. Puis quand on a commencé à travailler là-dessus, en fait, je pense que moi et Iris, on venait de s'écrire en disant... Iris venait de m'écrire, en fait, en disant « Hey, je viens de découvrir ton travail! » Parce qu'Iris, ça faisait plus longtemps que moi qu'elle faisait la bande dessinée. Puis on s'est rencontrés, puis on a décidé de travailler un petit peu ensemble. Puis avec le fanzine, dans le fond, la formule, c'est un petit peu plus... avec le blog et le fanzine. C'était un peu plus raconter des anecdotes sur à quoi nous faisaient penser les objets. Il y avait beaucoup plus d'informations sur nos vies. Fait que ça nous permettait un petit peu de comme apprendre à se connaître en faisant le blog. Puis éventuellement, comme Iris était déjà publié à la Pastèque, fait que ça a le fait que ça s'est comme ça s'est déplacé vers un projet de livre un petit peu adapté. Mais ça a vraiment coïncidé avec notre rencontre, là, finalement. Puis, Iris, comment est venue l'idée de développer un projet web avec cette série, La liste des choses qui existent? C'est la Pastèque qui nous ont proposé ça. C'est les productions La Pastèque, en fait, qui est une autre branche des éditions La Pastèque. Je pense qu'ils ont vu un potentiel dans ce projet-là parce que comme c'était déjà un peu des capsules, on parlait d'objets, puis chaque objet avait, je pense que c'était 6 pages par objet, puis on racontait l'histoire de l'objet, tout ça. Donc, on voyait là un potentiel d'adaptation assez grand parce que c'était déjà découpé comme un peu comme une petite série. Puis c'est ça. Donc, c'est l'initiative de La Pastèque. Oui, en 2018, je pense. Donc, ça fait déjà quand même 2 ans que le travail se fait. Francis, de ton côté, qu'est-ce que tu y as vu dans cette série de bande dessinée, un potentiel animé? Tu sais, vu que toi, tu fais déjà de l'illustration, tu as déjà une sensibilité sur le dessin, qu'est-ce qui t'a frappé en premier, qui t'a vu un potentiel d'adaptation? Moi, c'est fou parce que je trouvais, je connaissais déjà quand même le travail des filles parce que Caton, je la connais depuis mon cégep. Puis on s'était perdu de vue, puis on s'est retrouvés sur ce projet-là un peu par hasard parce que Vali, qui est notre productrice, elle ne savait même pas qu'on se connaissait. Puis moi, je suis embarqué là-dessus, donc je connaissais déjà la liste des choses qui existent. Je voyais le fanzine des filles.
Puis moi, j'ai toujours adoré leur style d'humour parce que le timing, en le lisant, était super bon, des jokes, tu sais. Puis moi, tout de suite en le lisant, puis j'avais déjà dit même avant ça, j'avais dit à Catherine, si jamais, j'aimerais tellement ça comme animer tes histoires, tu sais, je trouve qu'il y a de la richesse là-dedans, ça se porte très bien à l'écran, les jokes sont bonnes, puis c'est sûr qu'avec la notion du temps rajouté, ça pourrait être super punché. Fait que quand je me suis fait offrir ça, out of the blue, j'ai capoté, là, pour vrai, moi, je voyais absolument le potentiel là-dedans, d'en faire une série, de l'adapter, tu sais. Je savais pas tous les défis qu'il y aurait à l'adaptation, tu sais, en voyant ça en premier comme ça, tu fais... Wow, moi, je voyais tout le potentiel tout de suite. Ça s'est quand même assez bien passé. Là, je parle des défis parce que c'est ça, c'est une adaptation quand même. Tu sais, il y a des différences vraiment entre le livre et la série, mais immédiatement, moi, j'étais trop en amour avec le projet pour refuser. C'était impossible que je refuse. Je peux juste rajouter, le coton, pardon. De l'autre côté, c'était un petit peu drôle parce que quand on s'est les fait proposer, le projet était un petit peu était en branle depuis un petit bout de temps, puis là, on était rendu à choisir un peu qui allait animer, puis on s'est fait proposer dans un email comme « OK, fait que là, il y aurait comme telle boîte que je sais plus, puis comme telle autre boîte, ou un gars là, qui pourrait animer là, tout seul, là, Francis Papillon, qui s'appelle. » Puis j'étais comme « On a choisi! » Ben, tant mieux, parce que j'imagine que ça prend quand même une complicité dès le départ, parce que c'est un projet qui s'échelonne sur le temps. Ça a pris du temps à mettre en place. Puis, on a déjà d'ailleurs une question de Carmine qui concerne le temps. Vous, les filles, combien de temps ça pouvait vous prendre faire, disons, une planche de bande dessinée de la liste des choses qui existent? Puis ensuite, Francis, toi, quand tu partais de ça, combien de temps ça pouvait te prendre pour l'animer? Ouf, oh là là, c'est Ouais, ça fait grosse question. Ça fait longtemps qu'on a fait les livres. Ouais, moi, je me Ça souviens que dépend. je travaillais d'une façon différente aussi à ce moment-là. Il me semble que maintenant, c'est vraiment comme je découpe les planches, puis tout est dessiné sur la même page dans la mise en page finale, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, je pense que dans mes premiers livres, c'était aussi pour ce style-là en particulier, qui est un petit peu comme des bonhommes sur un fond blanc. J'avais tendance à un petit peu dessiner sur comme plusieurs pages, puis après ça, rabouter ça. Fait que je pense que c'était assez variable comme temps. Mais je faisais peut-être une couple de pages par jour, au final. Mais tu sais, ça dépendait aussi si je trouvais des idées si je trouvais des idées tout le long ou si j'avais pas trop de misère à scénariser. C'est ça, les étapes sont tellement découpées que puis on calcule rarement notre temps. Fait que c'est difficile d'évaluer ça. Moi, je m'en rappelle vraiment pas, mais je pense définitivement que je faisais pas que plusieurs pages par jour. Là. Ça m'étonnerait. Puis, tu sais, c'est un livre aussi que, peut-être plus dans mes pages, parce que mes pages, ils ont plus de vrais faits dedans. Tu sais, je faisais beaucoup de recherches. Puis les pages de 14 sont un peu plus folles. Tu sais, c'est, pas niaiseuse, mais comme, tu sais, absurde, puis fantastique, genre, dans le monde du fantastique, je dirais. Fait que, mais je m'en rappelle pas, et ça fait longtemps qu'on a fait ça, mais c'est vraiment long faire de la BD pour répondre à la question de la personne. C'est toujours trop long. Genre. On essaie de juste pas y penser, on est comme, oui, ça nous a pris tant de temps. Puis Francis, est-ce que c'est aussi long faire de l'animation? En fait, tu peux t'en sortir? C'était quand même particulier parce que, premièrement, quand on fait de l'animation, il y a beaucoup d'étapes. C'est sûr qu'on commence par c'est difficile de résumer, de dire, ça prend vraiment tant de jours faire un épisode parce qu'il y a la pré-production où est-ce que là, on prépare plein de petites choses, on fait des tests d'animation avant de commencer tout le projet. Après ça, quand on embarque sur chaque capsule, bon, est-ce qu'on compte le temps que ça prend à regarder le scénario et tout ça? Bon. Mais disons qu'on avait quand même un temps relativement restreint. Puis je dois dire que je n'étais pas tout seul à l'animation aussi. On était deux. Moi, puis je veux être clair aussi, on a co-réalisé, en fait, moi, Iris et Caton. On est vraiment comme les trois réalisateurs avec moi qui étaient plus vraiment pour gérer l'animation, mais qui avait un apport créatif aussi. Puis j'avais un collègue pour l'animation qui s'appelle Louis Roy. Et on s'est splitté les capsules à deux, en fait, pour pouvoir travailler en parallèle. Donc, moi, je faisais une capsule, lui en faisait une, moi, j'en faisais une, lui en faisait une. Puis des fois, on allait faire des ajustements sur les capsules de l'autre pour uniformiser le tout. Mais disons, dans ce qu'on avait, on va dire budgété, mais on a passé probablement un peu plus de temps par capsule. C'était rapide parce que c'était à peu près 13 jours là, par capsule, ce qui n'est pas beaucoup pour faire des capsules de 3 minutes. Donc, on a certainement passé un peu plus de temps au final quand on est revenu peaufiner, rajouter des détails.
Mais je dirais qu'on s'en est tiré. J'ai vraiment essayé d'utiliser ma capacité à synthétiser pour essayer de trouver une technique d'animation un peu, on va dire, hybride pour rendre ça rapide, pour qu'on soit capable d'être efficace, mais sans perdre le punch, le fun, toutes les subtilités des personnages aussi. Donc, ça a été un beau défi parce que c'est pas beaucoup, là, 13 jours pour faire des capsules comme ça. Là. On se dit à peu près, disons, 2 semaines et demie, là, mettons, par capsule. C'est pas beaucoup, mais on a réussi à faire quelque chose dont on est quand même vraiment très, très fiers. Super content. Ben oui, le résultat est là, assurément. C'est 13 épisodes qu'on peut découvrir sur le site de l'ONF et aussi sur la plateforme Jeunesse de Télé-Québec. D'ailleurs, cet aspect d'adaptation, parce que tu dis, j'ai commencé à animer les 2 personnages et tout ça, pour que les gens comprennent, dans votre tête, qu'est-ce qui s'est passé dans votre idée d'adapter? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, on va partir des histoires déjà écrites, puis on va y aller presque texto, animer ce qui se passe, ou au contraire, vous avez voulu améliorer des choses, changer des trucs, arriver avec des nouveaux objets, des nouvelles histoires? C'est quoi la limite que vous êtes donnée sur l'adaptation, disons, l'aspect comme amener plus loin ce qui existe déjà sur le papier? Je pense que ça l'a comme évolué dans le temps, cette chose-là, parce qu'au début, je pense qu'on a commencé à essayer d'adapter en premier le texte, comme pour le scénario du premier objet. On avait tendance à plus coller vraiment sur vraiment le texte écrit comme dans la bande dessinée, mais aussi même la mise en scène un peu. Puis il a fallu nous-mêmes s'adapter pour essayer de plus commencer à penser en termes d'animation parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont possibles, comme c'est vraiment 2 médiums différents, puis c'est un peu dur à expliquer, mais il y a tellement de choses que nous, on pense pas, ne serait-ce que comme dans les transitions, je sais pas qu'est-ce qu'on peut montrer, que c'est vraiment, ça a été une grosse adaptation. En tout cas, moi, je l'ai vraiment senti que la courbe d'apprentissage a été comme vraiment à pic, là. Si je peux rajouter un truc aussi qui a demandé beaucoup d'adaptation, les livres qu'on a faits n'ont pas été pensés nécessairement pour un public jeunesse. Mm-hmm. Puis la web-série devait s'adresser à un public jeunesse. En tout cas, c'était ça le projet. Donc, il y a évidemment des gags qu'on a dû couper, qui pouvaient pas être, qui s'adressaient pas à ce public-là. Puis comme il y avait certains objets qu'on avait choisis, qui avaient vraiment beaucoup de gags qui s'adressaient pas à ce public-là, il a fallu qu'on écrive du nouveau matériel. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une autre chose. Ça, on pourra peut-être y revenir, mais un des défis du projet aussi, c'est qu'on avait beaucoup de chapeaux, là. Tu sais, comme on était tous co-réalisateurs, moi, Catherine, on était aussi scénariste. En tout cas, ça fait beaucoup de... D'habitude, c'est dans des projets comme ça, c'est des personnes différentes qui vont faire qui vont avoir ces rôles-là, mais là, on faisait tout un peu. Et je pense qu'on a appris aussi sur le tas, puis vous autres, les filles aussi, côté scénarisation, parce que la toute première étape qu'on avait faite, c'est qu'on avait fait on avait fait un démo, en fait, qui n'était pas au début destiné à être pour l'ONF puis Télé-Québec. C'était pour déposer pour un autre projet. Puis on avait fait un démo avec la capsule de la poubelle. Oui. Là, on était resté très, si je me rappelle bien, là, très collé à ce qu'il y avait dans le livre, même les illustrations et tout ça. On était vraiment là, on était resté très, très, très proches. Puis après ça, quand on a voulu, après, quand on a eu la confirmation avec l'ONF, Télé-Québec et tout ça, que là, ça s'en allait pour faire vraiment une série, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de matériel à créer puis que ça donnait pas tout le temps le meilleur résultat quand on restait trop collé un peu, comme les filles ont dit, tu sais. Donc, il y a beaucoup de nouveaux matériels qui a été créé. Moi, j'ai demandé à Caton de nous faire des nouveaux dessins pour certaines scènes. Il y a beaucoup d'inventions. Donc, c'est cool aussi parce que ça fait que c'est pas juste une version animée du livre, tu sais, c'est du nouveau contenu. Puis ça, c'est cool parce qu'on a des nouvelles jokes à créer, on a des nouveaux twists qui n'auraient pas marché dans le livre non plus, puis que là, le gag, il peut marcher. Puis en même temps, il y a certains gags qui étaient là sous une forme dans le livre, puis que là, ils sont là sous une nouvelle forme dans la série. Fait que ça fait qu'il n'y a pas d'intérêt qui est comme volé de un à l'autre. C'est vraiment deux entités qui ont chacun leur intérêt. Donc ça, on est super contents de ça aussi. Ouais, ça marche super bien aussi. Puis je sais pas si c'est en
à cause que c'est sur le web ou si c'est l'idée de base du projet, mais pourquoi ce format de 2 minutes? Pourquoi avoir comme, disons, concentré un objet, un épisode, 2 minutes, on close un peu toujours sur la même formule? Qu'est-ce qui est derrière cette mécanique-là dans le processus? Je me rappelle pas trop. Ouais, vas-y, Francis. Donc, c'est Marc Bertrand, le producteur, qui avait proposé ça. Moi, je voyais vraiment ça de cette façon-là pour garder quand même l'esprit du projet à la base. Les livres fonctionnent bien comme ça. On reste dans un univers, on se perd pas avec plein de... C'est un peu ça aussi la finale formulaïque de bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est cool parce que tu sens vraiment que tu as exploré plein de petites facettes de la même chose, mais sous plein d'angles différents de le même objet. Puis moi aussi, quand j'ai pensé à faire des capsules, je me disais, il faut qu'on trouve une façon, comme on avait un budget restreint, on va dire, et pas beaucoup de temps par épisode, là, notre fameux 12-13 jours à peu près, je me disais, il faut qu'on se trouve un frame, pour être capable d'avoir un motif qui revient. Il faut que je me trouve autant des motifs visuels que des motifs de storytelling que je peux réutiliser, mais qui ne seront pas plates, mais pour pas avoir à créer quelque chose de toute pièce à chaque épisode, parce que ça serait impossible. On n'avait pas les moyens pour ça, on n'avait pas la paire de bras pour ça. À 2, à faire l'animation, il fallait qu'on trouve une façon qu'on puisse réutiliser les mêmes objets, les mêmes assets. Donc, c'est pour ça que c'était pratique aussi, les filles sur des corps blancs, avec juste des fois des vignettes qui apparaissent pour parler de leurs trucs. Fait que c'est beaucoup, des têtes, on essaie de garder ça dynamique, mais c'est des têtes parlantes, en fait. Les filles, on a trouvé une façon de les animer de façon économe, mais en gardant ça dynamique, le fun. Puis, fait que la formule du livre fonctionnait déjà très bien pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on est resté quand même collé pour pas se perdre, puis après ça, s'embarquer dans quelque chose qui était juste pas réalisable avec le budget et le temps qu'on avait aussi. Mm-hmm. On vous rappelle que vous êtes en train d'écouter Conversation Mix avec le projet La liste des choses qui existent, qui est maintenant en série web. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Il y a déjà quelques questions. Il y a Violette Couillard qui nous dit « Félicitations, vous avez fait un excellent travail. Les capsules sont à la fois intéressantes et très agréables à regarder. » Hein? Bravo. Merci. Les filles, le nom de vos personnages porte votre propre nom. Et c'est quelque chose qui existe depuis le blog. Mais là, de le voir en animation, de voir l'interaction et tout ça, qu'est-ce que ça le fait? Est-ce qu'il y a une partie de votre personnalité que vous voyez à l'écran? Est-ce que ça joue sur les personnages? Est-ce qu'au contraire, vous avez décidé de vous distancier de ça? Puis ces 2 personnages qui, malgré qu'elles portent le même nom que vous, il y a une distance avec les créatrices? C'est une bonne question. Je suis vraiment moins gossante, je pense, dans la vraie vie. En tout cas, vous me le direz. Mais on a vraiment comme pris les personnalités qu'on s'est données déjà un petit peu, des personnalités fictives qu'on s'était données dans le livre, puis on les a vraiment comme exagérées pour, pour que ça soit un petit peu plus dynamique en bout de ligne, puis que ça soit plus intéressant, mais c'est pas vraiment basé sur des faits réels. Ouais, c'est pas vraiment nous. Là, moi non plus, je suis pas comme la Iris dans la série. Mais j'avoue que ça m'a vraiment pris du temps à réaliser que ça allait être nous les personnages. Dans les livres, j'étais comme, ok, correct. Mais là, à un moment donné, j'ai fait comme, oh my God, c'est comme une série qui va être sur le site de l'ONF pour genre toujours, puis que c'est sur YouTube, puis c'est mon nom, c'est ma face un peu. Puis ouais, j'ai comme eu un genre de... Ouais, on oublie, puis là, j'ai comme eu une espèce de vertige. J'ai comme, wow, attends une minute, là. Un truc que j'aime bien faire quand je me sens un peu déprimée. En tout cas, ces temps-ci, la vie est un peu difficile. Fait que je vais sur le squat de Télé-Québec, la plateforme jeunesse, parce que notre série est diffusée, puis je vais lire les commentaires des enfants. C'est super le fun, ils sont tellement cute. Puis il y en a qui sont comme, ouais, Iris, c'est vraiment dégueulasse, ça mange tout ce qu'elle voit, puis genre, Iris, blablabla. Puis je suis comme, oh. Mais ça me fait courir en même temps. C'est vraiment super cute. Mais ça, c'est quelque chose que peut-être que vous allez rejoindre un nouveau public. Vous n'aviez pas rejoint avec le projet à la base, la liste des choses qui existent, de voir toute cette interaction-là avec Squat, avec la plateforme. Des fois, je vois des 300 commentaires, il y a des trucs qui ont vraiment pogné chez les jeunes. Est-ce que ça vous a surpris ou au contraire... allez-y. Non, parce que le livre, je pense que peut-être les libraires ne le conseillent pas nécessairement aux jeunes parce qu'il y a des trucs un petit peu plus crunchy, là, mais dans les commentaires qu'on a eus dans les salons du livre, puis de la part de parents qui l'avaient acheté, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui l'ont lu, ce livre-là, puis qui l'aiment. C'est beaucoup un livre qui est lu en famille aussi, comme... J'ai du monde qui m'ont dit, à table, on se fait des jokes de la liste des choses qui existent, puis ça me fait full plaisir quand on entend des choses comme ça.
Fait que moi, je pense que déjà, à la base, ça pouvait être un livre qui s'adressait aux jeunes. C'est juste que après, bon, ça dépend, tu sais, à cet âge-là, entre 9 et 12 ans, c'est un peu, des fois, tes parents qui décident qu'est-ce que tu vas lire, puis qui peuvent être plus regardants que d'autres. Là. Mais moi, je pense que le contenu peut plaire déjà à des jeunes. Là. Mais là, c'est sûr que dans la série, on faisait plus attention parce que diffuseur plus grand public, tout ça. Mais C'est c'est ça, vrai je pense. avec les jeunes sur le squat, c'est super cool. Moi, j'avais pas cette expérience-là tant que ça, avec le public, t'sais. Fait que ça, c'est super cool aussi. Moi, je vais faire le tour sur le squat de temps en temps, puis c'est quand même le fun qu'il y ait une plateforme pour ça, t'sais. On sent qu'ils sont super engagés avec les personnages, là. En bande dessinée, on n'est pas habitué d'avoir du feedback aussi soudain que ça. Là, comme faut attendre les salons du livre ou comme que quelqu'un nous écrive par email comme pour nous dire « Hey, j'ai lu ton livre! » Mais là, c'est vraiment comme on peut aller sur Internet puis voir tout de suite du feedback de gens qui l'ont regardé il y a 2 secondes. Fait que c'est vraiment spécial. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un engouement. Puis déjà, dans les questions des gens qui nous écoutent en ce moment, ça ressort. Je pense que les gens veulent savoir s'il va y avoir d'autres épisodes. D'ailleurs, il y a Matt qui dit merci pour la conversation, mais j'aimerais ça savoir s'il y a d'autres épisodes. Il y a comme une urgence et les gens en veulent d'autres. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez senti que vous avez fait le tour du projet de la liste des choses qui existent ou au contraire, ça réouvre une autre flamme, ça remet quelque chose sur le terrain puis ça vous donne envie d'en créer d'autres? Ben, je pense que ça ne compte pas que sur notre envie ou c'est pas juste nous qui va décider. Là. C'est encore, je pense, je vais pas m'avancer, mais c'est encore trop tôt pour savoir s'il y aurait l'intérêt de produire une deuxième saison. Je pense qu'il va falloir voir les codes d'écoute, tout ça. C'est comme une grosse machine, ces affaires-là. C'est pas comme faire une BD, tu la fais, puis bon, tu l'envoies à ton éditeur, puis même ça, des fois, c'est un peu long avant que ça soit publié, puis tout ça. Mais là, c'est des gros budgets, il faut demander du financement, tout ça. Pour le moment, en tout cas, les producteurs ont l'air super contents de la réception, de ce que j'en sais. Tout le monde a l'air très content, mais je pense que ça va prendre plus de temps avant qu'on puisse dire si vraiment on va chercher du budget pour une saison 2. À suivre, je pense. C'est sûr qu'il resterait plein de matériel, comme dans le livre, on a couvert seulement comme une partie des objets, fait que ça serait pas une question tant que ça de réécrire une nouvelle capsule du livre, mais ça serait plus de comme encore une fois calquer ça un peu sur qu'est-ce qui reste dans la pour l'animation, en tout cas, la machine est comme rodée aussi. Là. C'est sûr qu'il faudrait se remettre dedans, mais là, il y avait... moi, en fait, là, même si j'ai un bac en animation, mais de l'animation de personnages, là, j'en ai fait très peu. Fait que j'avais de l'animation à apprendre, le logiciel à apprendre, en même temps qu'essayer de penser à tout rassembler ça ensemble. Fait que le départ, tu sais, mettons, les premiers épisodes ont été plus ardus à faire parce qu'il y avait une couche d'apprentissage en même temps qu'il fallait produire. Puis les derniers épisodes, là, il y avait plus de facilité, tu sais, la machine était plus rodée. Fait que si jamais une deuxième saison arrivait, ben on serait prêt plus vite, tu sais, les décisions se prendraient plus vite, puis on serait meilleur pour plus rapidement, je pense. Mais c'est drôle que tu mentionnes l'animation des personnages, tu sais que ça a été un défi pour toi. Vous, les filles, en dessin de bande dessinée, est-ce que c'est un défi aussi à la base d'arriver à comme dessiner les personnages toujours avec des expressions faciales nouvelles ou, tu sais, comme on point? Est-ce que c'est un défi qui existe déjà en bande dessinée qui est devenu un défi en animation ou... C'est la partie la plus facile. Ah ouais? Pour moi aussi. Là. Je trouve que c'est la partie la plus fun et la plus facile. Puis souvent, je pense que c'est généralisé que les gens préfèrent dessiner des personnages comme en dessin en général. C'est ça vers quoi on va un peu intuitivement. C'est plus comme les décors, ces affaires-là, qui sont des défis pour moi personnellement, en tout cas. Puis Francis, toi, je sais que tu peux peut-être nous montrer même un peu, ça ressemblait à quoi ton processus, mais d'animation justement de ces personnages-là, comment tu t'y es pris, vu qu'il fallait que tu apprennes tout de A à Z, comment ça s'est passé? J'ai eu une phase d'apprentissage. On a animé dans Toonboom, qui est un logiciel montréalais quand même et qui est utilisé all over the world pour tout ce qui est animation 2D. C'est un des gros logiciels qui est utilisé. On a eu du super bon support de leur part aussi. C'était vraiment très cool. Moi, en fait, le défi avec ça aussi, c'était que je voulais vraiment garder le design des personnages le
le plus proche. Tu sais, je voulais pas que ça déroge de ce qui avait déjà été créé par l'univers de Caton et Iris. Puis on a décidé aussi, on a eu des décisions à faire parce que le style visuel de Caton est différent de celui d'Iris. Puis même pour les personnages dans le livre, tu sais, sont pas designés de la même façon. Puis là, au début, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mélange les deux styles des personnages? Est-ce que finalement, on a comme arrêté notre choix pour se dire que les personnages secondaires et les vignettes peuvent venir des deux univers, mais les personnages sont plus basés sur les designs de Caton. Donc, quand on voit les têtes parlantes, c'est plutôt le style visuel de Caton avec des plus grosses têtes, les gros yeux, puis qui s'adapte un peu au cartoon, tu sais. Donc, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide de Caton, moi, parce que souvent, je me retrouvais dans une situation où je disais, Caton, j'ai besoin que Iris fasse une face un peu dégoûtée, mais avec comme un œil demi-ouvert, puis comme qu'elle ait la langue un peu sortie, puis j'ai aucune idée comment dessiner sa face. Fait que là, je demandais à Caton, peux-tu me sortir une coupe de sketch, tu sais? Puis là, moi, je les prenais, j'ai vectorisé pour pouvoir les amener dans mon logiciel. Puis là, des fois, j'ai copié-collé ou des fois, je m'inspirais pour leur dessiner, mais j'avais toute une banque d'images qu'on avait extrait du livre pour avoir plein d'expressions, des visages, pour plein de situations différentes. Donc ça a été vraiment... J'avais quand même, ce qui était cool, la Bible des personnages avec le livre qui existe déjà. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour garder la constance dans toutes les capsules, puis avoir la bonne expression pour chaque situation. Mais j'étais chanceux d'avoir aussi les artistes originales pour travailler sur le projet directement. Ça, c'était quand même très pratique. Est-ce que tu as même demandé aux filles de faire certains dessins à certains moments pour justement reprendre ensuite? Tu disais, fais-moi 2-3 sketchs. Ça, c'est-tu arrivé souvent? Ben, justement, des images... Tout à l'heure, il défilait là, à l'écran à côté quelques images que j'ai fournies, puis il y en a une qu'on peut montrer peut-être, la canne à pêche. On avait besoin, c'était un gag qui n'était pas nécessairement dans le livre, je pense, là, les filles, si je me rappelle, là, où Iris, ça montre toutes les poses requises pour la canne à pêche. Celui-là, était-tu dans le livre? Oui, ça l'était, mais il y avait moins de pauses, je pense. Ah, il y avait moins de pauses. C'est ça, j'avais besoin de plus de pauses pour garder l'action plus longtemps puis qu'elle fasse son switch. Fait que pour une scène comme ça, disons, j'ai demandé à Caton de me dessiner d'autres poses le fun. Puis après, dans la série, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé vraiment ces poses-là presque exactement. Et même c'est cette scène-là que j'ai ouverte dans mon logiciel d'animation. Je ne sais pas si c'est le temps où je pourrais montrer ça. Là, Tout à fait. Tu rappelleras aussi pour Pauline, une auditrice en ce moment qui nous écoute, c'est quoi le nom du logiciel? Le nom du logiciel, c'est Toon Boom. Toon Boom Harmony. En fait, la compagnie, c'est Toon Boom et le logiciel, c'est Harmony, donc harmonie. Puis, je vais essayer de faire mon petit partage d'écran. Donnez-moi un instant. Ça, en attendant, Caton, quand tu as dû redessiner la canne à pêche, est-ce que ça a été complexe? Est-ce qu'il a fallu que tu changes ta façon de dessiner, sachant que ça allait être en animation ou pas du tout? Pas vraiment, non, vu que c'était vraiment des poses clés que Francis allait utiliser. Après ça, lui pouvait les modifier un peu selon ce qu'il voulait. Fait que c'était vraiment juste de réutiliser comme la même grosseur de trait que dans le livre pour que ça soit raccord avec le reste. Mais sinon, il n'y avait rien de spécial là, comparé à ce que je fais d'habitude. Puis là, on les voit. Vas-y, Francis, on t'écoute. Ouais, je vais faire ça super rapide, mais en fait, on voit ici donc, les deux personnages avec en bas qui est une barre du temps, qui est vraiment tous des frames, de l'animation. Les personnages, c'est un mélange de dessins que j'ai fait et refait et recopié et de parties qu'on appelle comme en marionnette, on va dire, les morceaux des personnages sont attachés ensemble. Donc, par exemple, la tête, ici, est formée des yeux qui sont sur des couches différentes, la bouche qu'on peut changer en tout plein de formes que j'avais dessinées au préalable. Donc, j'ai comme une bibliothèque des formes, des formes d'yeux aussi, que je peux aller mettre à chaque seconde de façon différente. Même en animation, on en anime souvent en 12 images par seconde. Donc, pour, par exemple, une conversation, c'est ça, on peut... il y a beaucoup de formes de bouche à aller trouver. Je peux montrer, par exemple, peut-être un petit peu plus loin ici, où je fais les transitions entre les poses pour Iris. Donc, ça, c'est une des images que Caton m'avait fournie. Puis ensuite, je devais la faire passer à cette pose-là ici. Donc, j'ai dû dessiner les poses intermédiaires
pour la faire passer d'une pause clé à l'autre. Mais je pense que j'avais Caton pour m'aider avec justement toute cette originalité de pause-là pour aller vraiment garder l'essence de ce qu'elle fait. Puis on peut voir que des fois, ça prend pas beaucoup de pauses là, pour passer d'une à l'autre. Là. Par exemple, je vais essayer d'aller chercher ici. Ça peut être seulement avec comme 4 ou 5 images, on peut passer d'une image à l'autre. Mais ça fait partie du travail d'animation qu'on a dû à faire pour cette adaptation. Donc, c'est vraiment c'est une méthode un peu hybride là, de redessiner et d'avoir une bibliothèque d'images qui sont déjà faites au préalable pour jongler là-dedans un peu. Mais quand je vois ça, on dirait que j'ai envie de demander, les filles, si ça vous arrive aussi de travailler avec un genre de bibliothèque d'images de vos personnages. Iris, est-ce que quand tu dessines, tu te dis « Ah, je vais aller voir avant pour essayer de retracer comment je faisais la bouche et tout. » Est-ce que ça existe en bande dessinée? Ben non, mais je t'avoue, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je fais une série qui s'appelle Des Autres, qui est publiée dans la revue Curium, qui est une revue pour ados. Puis ça fait, je pense que c'est la 5e année. En tout cas, je suis là depuis le numéro 2. Ça fait vraiment longtemps que je fais cette série-là. Je pense que je suis rendue à 123 pages. Puis à chaque fois, tu sais, qu'il faut que je décide, mettons, la mère d'un des personnages, puis qu'on la voit juste une fois de temps en temps, je suis comme, bon, c'est quoi déjà sa couleur de cheveux, c'est quoi le salon de tel, de quoi il a l'air. Puis là, j'ai sur un post-it devant moi sur mon ordi, c'est écrit faire un dossier des autres avec les lieux puis tout ça. Fait que je pense que je veux faire ça là, pendant le confinement. J'ai pas beaucoup de concentration, fait que ça va être parfait. Je vais juste passer à travers toutes mes pages, puis je vais faire des screenshots de la chambre de Charlie, la face de la mère de Jérémy, puis je vais me faire une espèce de bible pour m'aider, parce que sinon, des fois, je passe comme 20 minutes à checker toutes les pages une par une pour trouver juste comme la couleur du mur de chambre ou une affaire comme ça, parce que je veux vraiment que ça soit raccord. Là, je suis un petit peu... en tout cas, je suis un petit peu rigide par rapport à ça. Je veux vraiment que ça soit la même couleur pour que si quelqu'un lit les albums, il ne va pas faire comme « c'est pas la même couleur de mur. » Puis, ouais, mais c'est super intéressant parce que aussi, j'ai l'impression, peut-être c'est juste moi, mais j'ai l'impression que le projet, la liste des choses qui existent, était presque destiné à se rendre en animation parce que la forme à la base de la bande dessinée, elle est fluide. Tu sais, on n'a pas comme une rigidité avec des cases, avec des décors très, très élaborés. Ça reste somme toute assez fluide et simple où on se concentre sur les personnages. Est-ce que ça a facilité le processus selon vous? Puis, est-ce que une sous-question, ça serait, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des BD qui sont plus faciles à adapter que d'autres en série, qu'on voit en série animée, là, selon vous? Oui, je pense que ça rajoutait vraiment de la facilité. Aussi du fait que c'était divisé en capsules, là, au-delà du style graphique, vraiment, comme le fait que c'est des petits épisodes, j'imagine que ça rappelait déjà cette forme-là. Je pense que Francis, tu me corrigeras si je me trompe, mais n'importe quoi est adaptable en animation. Mais effectivement, je pense qu'avec le budget et l'ambition que les producteurs avaient, et nous aussi, de faire 13 épisodes en si peu de temps, je pense que si ça avait été un truc avec plein de décors puis plein de points de vue différents, ça aurait été impossible. Fait que peut-être qu'on a décidé de faire 13 épisodes où ils nous ont dit on va faire 13 épisodes parce que c'était un médium qui était moins fourni. En fait, c'est aussi permis par les décisions qu'on prend, les décisions éditoriales. Puis c'est un peu aussi ma partie quand tu demandais tantôt la question, Catherine, justement, pourquoi est-ce que j'ai embarqué sur le projet? Qu'est-ce qui me faisait dire que ça se pouvait? C'est aussi les décisions qu'on a prises de ne pas s'écarter trop de ce monde-là, de leur bande dessinée qui était déjà simple, pas trop de décors, et de ne pas non plus avoir... les codes que j'ai dit tout à l'heure qu'on a instaurés, parce qu'il y aurait 1000 façons d'interpréter cette bande dessinée-là puis d'en faire une série aussi. On pourrait décider que les personnages, on les voit tout le temps marcher même si les décors sont simples en peu de couleurs, ça pourrait être plein de profondeur. On aurait pu décider de faire les aventures d'Iris et Caton puis que ça ressemble à une série de Disney, ça se pourrait, mais on a pris des décisions pour garder ça simple aussi, que ce soit efficace, simple, straight to the point, qu'on respecte l'univers de la bande dessinée. Fait que c'est vrai qu'il y a des bandes dessinées qui seraient beaucoup plus difficiles à adapter si tu peux pas les simplifier, on va dire, là, parce qu'on était quand même une équipe vraiment réduite, là. On était une très petite équipe pour un projet comme ça, mais on a essayé d'ajuster les codes, les rôles, les attentes
pour faire tout rentrer ça là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a été un succès du côté production, là aussi, parce qu'on n'aurait pas pu se lancer justement à faire... tu sais, je pense juste, là, c'est un gros classique, là, mais Moebius, là, de faire des animations avec des bandes dessinées de Moebius, ça demanderait un petit peu plus de budget et de temps et de main-d'œuvre parce que c'est des gros décors, de la couleur, de la profondeur et des personnages. Il y a 1000 façons d'approcher ça. Puis je pense qu'on a pris des bonnes décisions pour être le plus efficace, que ça reste drôle, que ça respecte l'univers avec cette bande dessinée. Oui, tout à fait. On a des questions de gens qui nous écoutent en ce moment. D'ailleurs, si vous en avez, gênez-vous pas pour nous les écrire et on va les partager. On a une question de Matt qui nous demande pour l'enregistrement des voix, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un long processus? Pourquoi avoir choisi ces comédiennes-là? Je pense qu'il y a entre autres Émilie Bibeau puis Debbie Lynch-White. Pourquoi c'est ce choix-là? Pourquoi pas vous même? Pourquoi pas vos propres voix? C'est pas vraiment notre métier. On l'a fait pour le démo, puis c'était passable, mais c'était pas optimal, mettons, pour le niveau de professionnalisme qu'on cherchait. Mais après ça, c'est drôle parce que les gens sont perturbés quand ils entendent la série. C'est nos noms, c'est nous autres, puis c'est pas nos voix. Puis je pense qu'il y a un petit bout d'adaptation pour les gens pour ça, puis même pour nous autres, là. Mm-hmm. Ben pour le choix, parce qu'elles sont super bonnes. Elles sont trop cool. Ouais. Puis ça a été long, ça a été fait en plusieurs fois, en fait. On a eu combien de sessions? 3 sessions de studio, je pense, Francis, ou 4? Sessions, parce qu'on a même retravaillé des fois les premiers épisodes après avoir... qu'on était rendu plus loin, on trouvait encore plus les personnages, les filles nous sortaient des choses vraiment extraordinaires. Là. Ça a été tellement fun de travailler avec elles. Là. Ils ont été super généreuses, puis c'est fou parce que moi, premièrement, j'avais demandé, ça aurait été un peu difficile autrement, mais pour faire une série comme ça, où est-ce que le dialogue est aussi important, il faut animer après avoir eu les voix des personnages, parce qu'il faut faire le lip-sync, puis le timing des blagues et tout ça, ça dépend énormément de ce qui se passe. Les filles ont enregistré en même temps, fait qu'ils étaient ensemble sur le plateau, Émilie puis Debbie. Donc, ils se bounçaient des fois. Fait qu'il y a des choses qui ont été inventées, on va dire. Il n'y a pas eu d'improvisation de texte, vraiment, mais dans l'intonation, dans ce que ça voulait dire, il y a des choses qui sont apparues dans les sessions d'enregistrement puis qu'après, on est venu bonifier avec l'animation, tu sais. Fait que pour que ça devienne vraiment des personnages, ça a été super précieux d'avoir ces deux filles-là, tu sais. Ils ont été super bonnes. Ils ont compris la vibe de nos personnages, la vibe de la série. Ils ont amené ça une coche au-dessus. Puis nous, ça a été super inspirant pour l'animation après, tu sais, parce qu'on avait vraiment du jus pour venir travailler puis vraiment aller amener les personnages encore plus loin. Ça a été très cool. Si je peux rajouter une chose, peut-être que les gens qui ont écouté la série ont remarqué, mais c'est Debbie et Émilie qui font toutes les voix, comme elles font même tous les personnages secondaires. Puis ça, c'était tout un défi parce qu'il y en a vraiment beaucoup des personnages secondaires, puis il faut pas qu'ils se ressemblent. Puis je pense que c'est les bouts où on a le plus ri. Là. Il y a des phrases classiques. Là. On a tellement ri. C'était fou. On leur demandait tout le temps de nous essayer des affaires nouvelles un peu. On voulait pas que les personnages se ressemblent tous. Puis, tu sais, je pense qu'un de nos préférés, on peut le dire, Iris, là, c'est la madame avec les toasts qui brûlent. Ouais. Émilie Bibeau, là, vous prêterez attention là, quand elle dit essaie-tu de m'envoyer un message, Gilles, là, dans la capsule du. C'est la capsule du quoi? C'est du téléphone? Oui, c'est du téléphone, c'est ça. Du téléphone. On a tellement ri, là. On a quand même... Les filles ont été bonnes, ils ont été super pros, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils n'ont pas eu de fou rire, là, mais nous autres, hors de la vitre, là, on avait des fous rires avec les voix des personnages, là, on capotait. C'était vraiment... Mais d'ailleurs, ces personnages secondaires, c'est quand même intéressant de les voir prendre place dans la série. Pour vous, ça a été quel processus? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au projet, disons, de plus, de mettre ces personnages secondaires puis de les faire animer? Puis, on a une question par rapport à ça aussi de Carmine qui dit, si vous avez une autre série à faire, mettons une saison 2, là, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre l'emphase, comme créer plus de personnages secondaires, en imaginer plus puis en mettre plus en scène? Ça venait vraiment du livre, en fait. Ils étaient déjà dans le livre, les personnages secondaires. On dirait que on en avait mis un peu plein comme ça pour servir aux gags. Là. Dans la série, je pense que
Croque-Mott qui revient quelquefois, mais à part ça, c'est pas mal tout le temps des personnages un peu anonymes dont on n'entendra plus parler. Puis sûrement que si on fait une saison 2, il va en avoir encore des nouveaux. Puis c'est juste le fun, je pense, d'en inventer plein, puis qui servent vraiment au gag. Je pense que c'est plus à ça. Comme utilitaire à la base, mais comme en bout de ligne, c'est le fun de les voir là. Mais ouais, moi aussi, sur Croque-Mott, c'est comme pas mal dans mes préférés d'ailleurs. J'aime ça qu'ils reviennent de temps en temps. Peut-être que s'il y avait... je pense pas qu'on va faire d'autres livres, mais s'il y avait d'autres livres à faire, j'aimerais ça qu'il y ait des personnages secondaires qui reviennent plus souvent comme ça, qui deviennent comme des running gags parce que ça marche bien. Ou on pourrait faire un spin-off de Sir Croque-Mott, genre juste une série sur lui. Oui, concentrer sur lui. Un retour de Hubert aussi, peut-être. Ah, le poisson! Clairement. Et le poisson. Le poisson rouge de Caton. Hey. On a une question, Francis, un peu technique de quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui dit « Est-ce que tu as scanné carrément les dessins en 2D pour ensuite les transposer en animation? » En fait, c'est pratiquement tout du digital que j'ai reçu. Moi, j'ai reçu les fichiers originaux de la pastèque, en fait, qui étaient... les filles travaillent en traditionnel puis nettoient. Les filles, vous pourriez parler de votre propre processus, mais moi, tout ce que j'ai reçu était digital. Donc, à partir de là, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est, je ne veux pas trop m'étendre sur la différence entre du map et du vecteur, là, mais des images vectorielles, c'est des images qui te permettent d'aller zoomer très, très, très loin dans ton image puis de ne pas perdre de qualité. Ça reste tout le temps très sharp, très droit. Puis les images des filles n'étaient pas en vecteur, mais le logiciel l'est. Donc, il a fallu que je fasse une conversion des images pour les amener dans Toon Boom après. Mais j'ai pas eu à les scanner. J'avais vraiment là, toute la bibliothèque de la liste des choses au complet en format image dans lequel je pouvais aller chercher les images, les copier, coller, puis les amener dans mon logiciel. Puis même les images les images supplémentaires que Caton me fournissait, elle me les fournissait aussi en format digital. Donc, je pouvais tout est dans un disque dur, là, quelque part. Il n'y a pas de traces très, très matérielles de la liste. La manière que moi et Iris, on travaillait à la base, pour les images supplémentaires, puis aussi à la base pour le livre, c'était vraiment comme dessiner à la main, scanner, puis après ça, nettoyer comme sur Photoshop la partie noire et blanche, puis on fait toutes les couleurs après ça à la main, par Photoshop numériquement aussi. Fait que c'est ça que Francis reçoit. Puis c'est la même manière qu'on utilisait aussi pour faire les dessins supplémentaires. Ouais. Iris, de ton côté? Pareil, je travaille pareil comme Caton. Je travaille à la main, après je scanne, puis je fais la couleur à l'ordinateur. Mais tous les trucs de vecteur, puis je connais rien là-dedans. Là. C'est Francis qui a tout fait ça. Est-ce que ça vous a donné le goût, par contre, d'y plonger, de faire vos propres animations, de faire vos propres animations de dessin aussi, les filles? Je trouve que ça a l'air tellement long et difficile. C'est peut-être la seule discipline qui est plus longue que faire la bande dessinée, peut-être. Oui. Moi, c'est drôle parce que avant, tu sais, moi, j'ai fait un bac en bande dessinée, puis quand j'ai terminé mon cégep en art visuel, ou en tout cas en art plastique, je pensais aller en animation. Puis finalement, je suis allée en bande dessinée, puis tu sais, maintenant que je vois c'est quoi le faire d'animation, genre voir que je voudrais faire ça, c'est tellement long. Puis je serais tellement pas bonne aussi, là, ça prend comme il y a une espèce de talent, il faut que tu aies comme du timing, mais un différent timing qu'en bande dessinée. Faut être super polyvalent en dessin. En tout cas, moi, ça ne m'a pas donné envie. Je trouve ça super cool, puis j'admire beaucoup Francis puis Louis, mais non. Moi, ça m'a donné envie que Francis anime encore mes dessins. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ça me dérangerait pas de faire des projets d'anime, mais moi, je voudrais pas animer, par exemple. Puis au niveau de la scénarisation, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de continuer aussi à adapter vos projets de bande dessinée en scénarisation de d'autres formes artistiques? Moi, ça m'a donné vraiment plus confiance, ou en tout cas, je me suis sentie validée en tant que scénariste parce que, tu sais, on l'est déjà, moi puis Caton, scénariste. On dirait que ça m'a donné comme, je sens que maintenant, je peux mettre ça sur mon CV, tu sais, j'ai scénarisé une web-série. Puis pour répondre à ton autre question, je pense que j'aimerais vraiment ça, continuer à faire de la scénarisation, soit pour la télé ou pour des séries ou des trucs comme ça, mais j'aimerais ça faire du matériel inédit. Je sais que souvent, les boîtes de prod, tu sais, ils aiment ça comme quelque chose qui est déjà un peu connu, puis partir de quelque chose qui existe déjà.
mais j'aimerais mieux comme carrément partir from scratch puis faire quelque chose de nouveau qui serait vraiment qui serait destiné à ça. Là. Ouais. Je pense que personnellement, j'aime mieux scénariser pour mes projets de bande dessinée. J'ai l'impression que c'est peut-être plus dans ma zone de confort aussi. Mais ça nécessite tellement des grosses équipes des fois, comme faire des scénarios. Pour moi, c'est quand même déjà assez difficile. Comme je trouve ça, j'ai peut-être un peu moins de confiance pour ça qu'au niveau du dessin. Fait que le fait de devoir revenir dessus beaucoup de fois, comme puis me faire donner des indications dessus, avoir peut-être un peu moins de liberté, je trouve ça un peu tough. Mais ouais, définitivement, continuer de scénariser pour la bande dessinée, ça c'est sûr. Ouais, Francis, de ton côté, est-ce que je sais que c'est vraiment différent, là, mais que les défis sont pas les mêmes, mais partir from scratch un projet d'animation versus partir de quelque chose qui existe déjà, c'est quoi ton feeling? C'est très différent, puis faut dire que moi, pour mon bac, notre projet final, c'est un film d'animation vraiment qu'on a fait à 2 personnes aussi, qui s'appelle Un sacré mariage, qu'on avait eu beaucoup de plaisir à créer aussi. Moi, j'aime beaucoup scénariser aussi, en fait, puis pas juste en animation. Moi, je suis vraiment réalisateur. Je fais de la fiction aussi. J'ai fait des courts-métrages avec un plateau de tournage et tout ça. Puis c'est sûr que c'est le fun de partir de l'univers de quelqu'un, mais en fait, tous les défis sont différents. T'sais, moi, je dirais que je suis quelqu'un de super polyvalent puis qui aime avoir une variété de types de projets. Fait que je ne m'arrête pas à juste un truc. Puis dans ce cas-là, je pense que l'affaire number one qui m'a fait embarquer là-dessus, c'était aussi l'équipe. Là. Je veux dire, j'avais le goût de travailler avec les filles, puis on a un style d'humour qui se ressemble, fait que c'était déjà très inspirant. Puis, tu sais, j'ai sorti une couple de blagues aussi, tu sais, même dans du côté scénarisation, tu sais, je donnais du feedback, puis tout, fait que même si je n'étais pas scénariste, tu sais, moi, j'adore ça, m'impliquer. C'est important pour moi, en tant que réalisateur, d'avoir une bonne relation avec le scénariste pour qu'on build quelque chose ensemble, tu sais. Fait que ça, c'était super le fun. C'est différent d'écrire tout seul, d'écrire ses propres projets. Des fois, je trouve ça plus difficile, tu sais. Là, c'était pas à partir de nouveau parce qu'on avait déjà du matériel, mais des fois, quand tu es dans un bloc créatif, c'est ça que tu as besoin aussi de partir avec quelqu'un qui a déjà quelque chose de super solide, tu sais. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant que tu parles de travail d'équipe parce qu'on a justement une question de Jean-Sébastien Caron qui demande les filles Iris et Caton, est-ce que ça vous a donné envie de recommencer à travailler ensemble sur un autre projet? Ah, ben. On a toujours envie. On a toujours envie, c'est ça. On a besoin de ça. Ben, on a comme un petit projet qu'on publie une fois de temps en temps dans la revue Planche qui s'appelle Iris et Caton, spécialistes des bébés. Mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un épisode parce qu'on est comme trop prises. On était vraiment trop prises par la liste des choses qui existent, la même série. Puis chacun nos projets, chacun de notre côté. Mais en tout cas, il y a ça qui est comme en cours là, de production, peut-être qu'on va le continuer un jour. Oui, il y a aussi, de temps en temps, on fait des strips un petit peu pour le fun, puis ça donne que comme on se met souvent en scène l'une et l'autre. Peut-être à un moment donné, il va y avoir un genre de recueil de ça, qui sait, peut-être. Mais c'est sûr qu'on cherche toujours des raisons de prendre l'apéro ensemble, comme si c'est pour le travail, tant mieux. Des brunchs quand on pouvait. Aussi. Ouais, Caroline Gagné écrit « Maintenant que le projet est terminé, quel est votre épisode préféré et pourquoi? » Ah, c'est tough. Moi, mes 2 préférés, il me semble, c'est le téléphone puis le pantalon. Moi, le téléphone, oui. Aussi, la frette, c'est celle-là que mon appart brûle. C'est le fun, ça. Oui, j'avoue que c'est... Ils ont comme toutes des bonnes affaires. C'est un peu dur, hein? Ouais. Francis, c'est très dur de choisir des préférés. Moi aussi, je dirais, dans le téléphone, on a tellement eu moi et Iris, on a tellement ri quand on a dû chercher les sons de pète. Ouais. De téléphone à la fin. C'était vraiment une belle expérience. T'sais, on était avec parce que pour tout ce qui était design sonore, on avait Pierre-Yves Drapeau qui nous aidait, qui travaille souvent avec l'ONF. Moi et Iris, on a passé beaucoup de temps avec lui à choisir les sons, à écouter toutes les capsules. On a vraiment ri beaucoup. Fait que ça reste des beaux souvenirs. T'sais, nous autres, c'est sûr qu'on n'a pas juste les épisodes, là, on a toutes les histoires autour de quand on a créé les trucs. Francis, tu sais que je sais pas où, quelque part dans mes stories, sur Instagram, tu peux sauvegarder des stories, là. Il y a une story sauvegardée qu'on check les bruits de pète puis qu'on est crampé. Une chance pour le trouver, là, je sais pas c'est dans quelle catégorie, mais en tout cas, c'est quelque part, je te l'enverrai.
Wow, je vais aller voir ça, moi aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour dans votre projet, mais autant dans la production que dans le résultat final. On a comme envie de travailler avec vous, vous écoutez. Il y en a une question d'ailleurs de Félicia. Si vous avez des questions, si vous nous écoutez en direct, il reste quelques minutes, donc ça serait le temps de poser des questions. On a Félicia qui demande de quelle façon vous séparez la tâche. Je sais que le livre est déjà fait là, dans le passé, mais comment ça se passait quand vous deviez travailler ensemble pour écrire le livre, la liste des choses qui existent? Comment vous arriviez à séparer? Qui faisait quoi? On avait fait une liste d'objets qu'on voulait aborder au début. Il y en avait 18 par livre, si je ne me trompe pas. Puis on s'était juste séparé les objets. On avait déjà comme une idée de la forme que ça prendrait. On s'était entendu sur comme la grosseur de crayon qu'on allait utiliser. Puis pour que ça soit comme un peu homogène, parce qu'on dessinait puis on scénarisait les deux. Puis après ça, ça arrivait un peu en surprise, comme quand j'avais fini mes pages, je les envoyais à Iris, puis là, j'avais rire et vice-versa. Mais c'était vraiment séparé parce que c'était un peu impossible. En ayant les deux chapeaux, c'était un peu, ça aurait été comme difficile et un peu inutile aussi de travailler, tu sais, côte à côte, vraiment, là. Fait que c'était juste vraiment séparé. Ouais, ben, tu sais, faire un projet à deux où est-ce que vraiment tu te rends compte pour travailler ensemble, ça donne tout un défi, ben, de temps, là. Comme c'est déjà long à faire de la BD, puis, tu sais, on aime vraiment beaucoup ça se voir, mais ça rend ça un peu difficile. Il faut comme trouver un temps dans l'horaire de chacune pour se rencontrer. Fait que c'est comme Caton a dit, tu sais, c'est un livre qu'on a fait ensemble, mais chacun de notre côté, mais on était comme le premier public l'une de l'autre. C'était ça qui faisait... une surprise de tout ça. J'avais hâte de recevoir tes pages. Moi aussi. Est-ce que, mettons, en terminant, vu que le concept des discussions, conversations mixtes, puis la thématique du festival, c'est vraiment la mixité artistique, si je vous demande de façon un peu philosophique, là, mais qu'est-ce que ça a apporté à votre projet, selon vous? C'est quoi le plus à ajouter à faire une adaptation d'une œuvre déjà existante sur papier? Ben, c'est sûr que... Ah, Vas-y. J'allais juste dire que, premièrement, ça donne une autre, comme un renouveau, une nouvelle vie au livre. Là. Le livre est de nouveau populaire, puis les gens ont envie de le lire. Ça donne peut-être une longévité plus longue aussi à ce livre-là. J'ai l'impression que tout l'univers aussi du livre est devenu vraiment plus riche, comme on a rendu déjà nos personnalités dans le livre un peu plus élaborées, vraiment plus découpées. Puis tout le travail, c'est ça. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses qui suivaient d'épisode en épisode, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le livre, comme non seulement des affaires de personnalité, mais aussi des personnages secondaires qui revenaient. Puis je pense que ça paraît que ça se tient plus ensemble, j'ai l'impression. Ouais, il y a plus une cohérence dans la web-série que dans le livre. Le livre, c'était un peu comme, OK, un objet, il se passe ça, puis, tu sais, si Iris, elle s'est pété la jambe dans un objet, ben l'objet d'après, elle n'a pas la jambe pétée, là. Ben, quoi, dans la série aussi un peu, mais non, mais comme tu dis, Caton, il y a quand même un petit peu plus de cohérence. Ouais. Francis, de ton côté, qu'est-ce que tu as l'impression que, tu sais, de ton œil extérieur, justement, tu t'es tellement plongé dans l'œuvre de Caton et Iris, qu'est-ce que ça a venu apporter, selon toi? C'est tellement... Moi, justement, ce que je disais un peu tantôt, c'est que c'est le fun parce que ça reste deux entités différentes. Tu sais, l'adaptation, tu peux aller chercher du plaisir autant à lire le livre qu'à regarder la série. Moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de films, beaucoup de web-séries, beaucoup d'animations, tu sais. Donc, je pense que ça va chercher un public plus large aussi avec des personnages qui ont quelque chose de nouveau à dire. Tu sais, nous, justement, c'est le fun, Caton, ce que tu dis de... Tu sais, quand on a fait le travail d'adaptation au début, au niveau scénarisation, tu sais, nos producteurs nous disaient faut essayer que les personnages soient plus clairs, tu sais, parce que des fois ça se promenait un peu plus la personnalité d'une à l'autre, puis quand il a fallu qu'on en fasse des personnages de film, là, tout à coup, c'était comme vraiment important qu'on les type un peu plus, tu sais. Puis, fait que ça, je pense que ça a amené quelque chose de le fun dans la dynamique entre les personnages. On était capable d'un peu plus pointer qu'est-ce que tel personnage allait faire, qu'est-ce que l'autre personnage allait faire. Puis de leur donner des voix aussi avec les comédiennes, ça leur donne une énergie qui est autre. Comme, ça c'est un autre truc qu'on a parlé, mais quand je lisais le livre aussi, moi, c'était les voix de Caton que j'entendais, puis les voix d'Iris, tu sais. C'est différent de lire un livre, d'entendre les voix des personnes que tu connais dans ce cas-là, tu sais. Puis là, tout à coup, recevoir une voix de quelqu'un d'autre qui ajoute sa petite couche personnelle à ça, tu sais. Fait que
moi, tu sais, je suis un amoureux de l'image en mouvement, là, en général, tu sais, le film, tout ça, puis de pouvoir rajouter une musique, de pouvoir rajouter des effets sonores, rajouter des voix, c'est différent. C'est vraiment, c'est comme lire un livre, regarder un film, c'est pas la même chose. Il faut arrêter de penser que l'adaptation, c'est de prendre d'essayer de faire la même chose, tu sais, de prendre le livre puis que le livre, ce soit le film, tu sais, c'est une adaptation, il faut que ça devienne son œuvre elle-même, tu sais, il faut que ça ait sa propre richesse. Puis, ben, je pense que c'est d'où l'intérêt de le faire. C'est pas juste pour répéter la même chose, c'est vraiment pour trouver une identité différente. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Alors, on va conclure là-dessus. C'était trop beau. Iris Caton, Francis, merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler de ce projet, la liste des choses qui existent que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de l'ONF et la plateforme Squat de Télé-Québec. Vous pouvez même commenter chacun des épisodes. Il y en a 13 au total. Je veux remercier le Festival de la bande dessinée de Montréal d'avoir permis cette conversation-là d'être possible. Notez à votre agenda, le festival, c'est du 22 au 24 cette année qui se déroulera sur le web. Mais à l'avance, il y a d'autres conversations comme celle-ci, les mercredis soirs sur la BD pour le mois de la BD. La prochaine, ça sera jeux vidéo. Alors, si ça vous intéresse, mercredi prochain à 19h30 en direct, on va parler de jeux vidéo et de bande dessinée. Si vous voulez suivre Caton, Iris et Francis, ben, je pense qu'on peut vous les diriger les gens sur vos sites web respectifs, Facebook, allez voir leur plateforme, il y a plein de choses qui se passent, puis on va vous suivre, on a hâte de voir vos prochains projets. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée.